Il y a des artistes qui cherchent à être aimés, et puis il y a ceux qui préfèrent être vrais, au risque de déranger. Willem Dafoe appartient à cette seconde famille. Une fidélité presque obstinée à l'audace, à l'inconfort, à ce point précis où l'art cesse d'être un métier pour devenir une prise de position. Né le 22 juillet 1955, il franchit le cap des 70 ans en 2025, un âge où l'on ne joue plus pour prouver, mais pour transmettre. Encyclopædia Britannica. Face à lui, un autre nom, une autre trajectoire, mais la même obsession du pas de côté. Johnny Depp, né le 9 juin 1963. Un acteur devenu planète, puis devenu cible, puis redevenu énigme. Un homme qui a bâti sa légende sur des personnages bancals, excessifs, insaisissables, et sur une idée presque enfantine, mais tenace. On peut tout risquer pour un rôle, parce que le rôle est parfois la seule vérité possible. Ce qui relie Dafoe et Depp ne tient pas seulement à leur époque ou à leur notoriété. Ils se sont croisés très tôt dans Platoon d'Oliver Stone, le film où la guerre n'est pas un décor, mais une mécanique qui brise les visages et les illusions. Dafoe y est au centre, incandescent. Depp y apparaît, jeune, déjà singulier, comme une promesse encore fragile. À revoir aujourd'hui, ce détail ressemble à un présage. Deux acteurs qui ne feront jamais le même cinéma, mais qui reconnaîtront toujours la même chose chez l'autre, le courage de ne pas être sage. Alors, pourquoi maintenant ? Pourquoi cet hommage à 70 ans précisément à l'audace artistique de Johnny Depp ? Parce que le temps chez Dafoe n'adoucit pas, il clarifie. En 2025, il se retrouve à nouveau célébré dans des espaces où l'on parle de création comme d'un risque des lieux qui valorisent l'inquiétude plutôt que la conformité. Et dans ce moment de bilan, pas un bilan nostalgique, un bilan lucide, il regarde la génération, la sienne et celle d'après, et il distingue ceux qui ont continué à marcher sur le fil. Il ne s'agit pas de défendre une personne, il s'agit de défendre une idée, qu'un acteur n'est pas un produit, qu'un visage n'est pas une marque, qu'une carrière n'est pas une ligne droite, et que l'audace, la vraie, laisse des cicatrices parfois visibles, parfois publiques, parfois injustes. Dafoe rend hommage parce qu'il sait ce que coûte la liberté artistique, les malentendus, les excès, les étiquettes, et parce qu'il sait aussi qu'un cinéma sans audace devient un cinéma sans mémoire. Mais au fond, qu'est-ce qu'on célèbre vraiment quand on célèbre Johnny Depp ? Est-ce l'acteur aux 1000 métamorphoses, ou l'homme qui a payé le prix de ces métamorphoses ? Et si l'audace artistique était une forme de solitude, qui, aujourd'hui, accepte encore de la porter ? Ils ne se sont pas rencontrés, comme on le raconte dans les dîners mondains, avec des politesses et des cartes de visite. Leur première vraie proximité, Willem Dafoe et Johnny Depp, passe par quelque chose de plus brut, un film de guerre, Platoon, et une méthode de travail pensée pour épuiser les corps afin de révéler les tempéraments. En 1986, Platoon n'est pas un projet ordinaire. Oliver Stone veut un film qui ressemble à une expérience vécue, pas à une reconstitution confortable. Il impose aux principaux acteurs, dont Dafoe et Depp, un entraînement militaire intensif, encadré par Dale Dye, vétéran du Vietnam. Une préparation longue, rude, immersive, peu de sommeil, des règles strictes, une fatigue organisée. L'objectif est simple, presque cynique. Casser les réflexes d'acteurs, pousser les nerfs à nu, obtenir cette tension qui ne se joue pas. Stone le dira lui-même, il cherchait à les briser pour que l'attitude, la colère, l'irritation apparaissent sans phare. C'est là que Dafoe voit Depp. Pas encore Johnny Depp, tel que le public l'identifiera plus tard. À l'époque, Depp n'a pas le statut d'icône. Il est un jeune acteur en train de se chercher, après A Nightmare on Elm Street et avant la bascule populaire de 21 Jump Street. Dans Platoon, il n'a pas un rôle central, il apparaît comme learner, un soldat parmi d'autres. La presse s'en souviendra comme d'une présence discrète, presque un détail que l'on remarque davantage après coup lorsque la carrière a explosé. Dafoe, lui, est déjà dans une autre densité. Il porte une intensité qui ne dépend pas du nombre de lignes, mais d'une posture intérieure. Et dans ce stage militaire, l'œil de Dafoe repère très vite une chose. Certains acteurs résistent en jouant au dur, d'autres résistent en se taisant. Depp fait partie de ceux-là. Il observe, il écoute, il économise ses gestes. Pas de bravade, pas de numéro. Une forme de retenue, presque une discipline. Et cette retenue, dans un environnement où l'on vous pousse à bout, devient un langage. La rencontre se fait donc par fragments. Un regard au moment où l'on serre une sangle, une phrase courte pendant une marche,
une réaction quand un ordre tombe. Ce qui impressionne Defoe, ce n'est pas une performance, c'est une disposition. Depp n'essaie pas de prendre la place, il cherche la justesse, même s'il est en bord de cadre. Et dans un film où l'essentiel tient à la crédibilité du groupe, cette attitude compte. Le tournage se déroule aux Philippines. La jungle, la chaleur, la logistique, les armes factices qui finissent par peser comme des vrais dans les mains, tout concourt à rendre l'expérience physiquement contraignante. Là encore, ce n'est pas l'esthétique qui crée l'intimité entre les acteurs, c'est la survie quotidienne du plateau. On apprend vite qui se plaint, qui triche, qui tient. Et qui surtout garde une forme d'humanité quand l'épuisement pousse à l'égoïsme. Dans ce contexte, Dafoe comprend quelque chose d'essentiel chez Depp. Sa manière d'être acteur ne repose pas sur la démonstration, mais sur la transformation. Il n'a pas encore les personnages baroques qui marqueront sa filmographie, mais il a déjà ce goût du décalage, cette volonté de ne pas être interchangeable. Ce n'est pas une théorie, c'est un comportement. Et Dafoe, qui vient d'un théâtre où l'on prend des risques, reconnaît immédiatement ce signe-là, l'artiste qui préfère l'inconfort à la facilité. Alors oui, ils ne deviennent pas des amis au sens publicitaire du terme, mais ils se créent une estime silencieuse, une reconnaissance d'instinct. Dans la grande machine de Platoon, Dafoe voit passer, à côté de lui, un jeune homme qui n'a pas besoin de parler fort pour exister. Et plus tard, quand Depp deviendra ce nom que tout le monde commente, Dafoe se souviendra de cette première vérité. Avant le mythe, il y avait déjà l'audace discrète, mais réelle. La gloire, chez Willem Dafoe, n'a jamais eu le même visage que chez Johnny Depp. Et c'est précisément là que leur histoire devient intéressante. Parce qu'au fond, ils ont traversé la même époque, mais par deux couloirs opposés. Pour Dafoe, la reconnaissance n'est pas un grand virage public. C'est une accumulation de choix. Des rôles souvent à contre-emploi, des réalisateurs exigeants, des films où l'on ne séduit pas, mais où l'on dérange. Le monde le repère très tôt. Platoon lui offre une visibilité internationale et une nomination aux Oscars, comme un saut posé sur une intensité rare. Mais Dafoe ne se laisse pas enfermer dans l'image du héros. Il préfère la zone trouble, le personnage qui laisse une question ouverte. Il travaille avec des cinéastes connus pour pousser les acteurs au-delà du confort. Abel Ferrara, Lars von Trier, Wes Anderson, Robert Eggers, comme s'il cherchait, film après film, la même chose. L'endroit où l'acteur doit se réinventer. Chez Depp, la gloire arrive autrement. Elle arrive comme une vague. Dans les années 1990, il devient le visage d'une génération qui ne veut plus du héros lisse. Edward Scissorhands, en 1990, avec Tim Burton, n'est pas seulement un succès, c'est une déclaration esthétique. Un personnage fragile, silencieux, presque enfantin, dans un monde qui le regarde comme une curiosité. Et d'un coup, le public comprend que Depp n'est pas fait pour jouer normal. Il est fait pour incarner l'écart. Puis viennent les années 2000. Là, Depp bascule dans un niveau de célébrité que Dafoe n'a jamais cherché et n'aurait probablement jamais voulu. Pirates of the Caribbean transforme son corps, sa démarche, sa voix, et transforme aussi l'économie de sa carrière. Il devient une figure mondiale, au point d'être identifié par une silhouette. Cette gloire-là est à la fois un triomphe et un piège. L'acteur reçoit des nominations aux Oscars, notamment pour Jack Sparrow, 2003, puis pour Finding Neverland, 2004, et Sweeney Todd, 2007. Mais alors, à ce moment précis, une question s'installe. Quand on devient une icône, peut-on encore rester un artiste libre ? Dafoe, lui, avance dans un autre rythme. Il apparaît parfois au cœur de grosses machines hollywoodiennes, mais sans se dissoudre. Il peut être dans l'ombre, et pourtant marqué. Et il y a un symbole. Quand il incarne Norman Osborn, le bouffon vert, dans Spider-Man, 2002, il entre lui aussi dans la culture pop mondiale, sans abandonner sa nature de funambule. C'est une présence qui rappelle que l'intensité n'a pas besoin d'être aimable pour être mémorable. Ce qui relie leurs années de gloire, ce n'est donc pas le même type de succès. C'est la manière dont chacun transforme son succès en langage. Depp utilise la célébrité comme un masque pour mieux oser. Personnage excentrique, choix risqué, collaboration fidèle. Dafoe, lui, utilise la reconnaissance comme une permission de continuer à explorer, d'aller vers des rôles plus extrêmes, plus austères, parfois plus petits, mais plus dangereux intérieurement. Pour Dafoe, l'audace artistique de Depp n'est pas un slogan, c'est une mémoire de spectateur. Il a vu le jeune Depp de Platoon, et il voit l'acteur devenu star mondiale garder, malgré les projecteurs, quelque chose de ce refus initial.
ne pas être interchangeable, ne pas se laisser réduire à une posture. Pourtant, la gloire n'épargne personne. Elle accélère les malentendus, elle grossit les contradictions. Dans ces années où Depp règne sur le box-office, il gagne aussi une exposition qui dépasse le cinéma, une exposition qui, un jour, finira par avaler l'homme. Et Dafoe, en observateur lucide, comprend une chose. L'audace n'est pas seulement un choix artistique, c'est une façon de vivre sous pression. Au début, tout semble simple. Deux acteurs qui se respectent, chacun dans son couloir, chacun dans sa logique. Willem Dafoe, l'anti-confort assumé, l'homme des auteurs et des zones grises. Johnny Depp, l'icône qui a su transformer l'étrangeté en force populaire. Mais alors, à quel moment la fissure apparaît-elle? Elle ne vient pas d'une dispute. Elle ne vient pas d'une phrase assassine. Elle vient d'un phénomène plus lent, plus insidieux. La célébrité qui déforme la perception. Parce qu'à partir du moment où Depp devient une figure mondiale portée par la franchise Pirates of the Caribbean dès 2003, il ne joue plus seulement des rôles. Il joue aussi contre l'image que le monde lui colle sur le visage. Et c'est là que Dafoe, qui n'a jamais cherché ce type de lumière, observe une fracture très particulière. L'acteur, désormais, doit négocier avec le personnage public. L'industrie n'attend plus seulement un artiste, elle attend un rendement, une silhouette reconnaissable, un ton reproductible. On veut la signature, mais on la veut sous contrôle. Pourtant, l'audace artistique, par définition, ne se contrôle pas. Dafoe l'a appris tôt, dans une école presque militaire du cinéma, Platoon. Pendant la préparation, le Vietnam n'est pas seulement un thème, il devient une méthode. Un entraînement immersif dirigé par Dale Dye, où l'on organise la fatigue, où l'on réduit le confort pour que l'attitude devienne vraie. Oliver Stone l'assume. Il cherchait à les briser mentalement pour obtenir cet état de tension et d'irritation authentique. Ce souvenir-là, chez Dafoe, reste comme une vérité fondatrice. L'acteur n'est jamais aussi juste que quand il cesse de jouer, quand il ne peut plus tricher. Or, la célébrité de Depp, elle, introduit un autre type de fatigue. Une fatigue sans caméra, une fatigue permanente. Le succès massif entraîne une surveillance continue, presse, attente, rumeurs, interprétation. Et l'on voit apparaître les premières fissures, non pas dans le talent, mais dans l'espace autour du talent, l'espace vital. Ce soir-là, dans ces années où tout s'accélère, Depp est applaudi, nommé, célébré. Ses nominations à l'Oscar du meilleur acteur pour Pirates of the Caribbean, The Curse of the Black Pearl, 2003, Finding Neverland, 2004, puis Sweeney Todd, 2007, installe l'idée qu'il est à la fois star et acteur sérieux. Mais cette reconnaissance a un revers. Quand le système vous consacre, il commence aussi à vous réclamer. Et c'est ici que la fissure devient intime. Car l'audace artistique de Depp, celle que Dafoe admire, repose sur la métamorphose, sur le risque, sur la bizarrerie parfois assumée. Mais le marché, lui, veut la continuité, que l'on puisse vendre la même audace en série sans qu'elle surprenne trop. C'est presque une contradiction dans les termes. Et à mesure que Depp devient un symbole, chaque écart est interprété comme un caprice, chaque silence comme une stratégie, chaque choix comme un calcul. L'artiste se retrouve piégé dans une lecture extérieure. Dafoe, de son côté, traverse le cinéma grand public sans s'y dissoudre. Il peut être Norman Osborn dans Spider-Man, 2002, et rester ce comédien d'art et d'essai, parce que son image n'est pas construite sur la séduction, mais sur la densité. Et cette différence, petit à petit, crée une distance entre leurs deux mondes. Pas une distance affective, une distance structurelle. Mais alors, comment se manifeste cette fissure, concrètement? Par les malentendus, par les simplifications, par la façon dont on parle de Depp, star, mythe, phénomène, avant même de parler de son travail d'acteur. Et par la façon dont, à l'inverse, on parle de Dafoe comme d'un acteur d'acteur, respecté, presque intouchable, parce qu'il n'est pas pris dans le même filet médiatique. Ce qui se fissure, au fond, ce n'est pas leur estime, c'est l'idée même d'une trajectoire artistique simple. Le public veut une narration claire, ascension, apogée, puis déclin. Or, la réalité est plus complexe. L'audace ne disparaît pas, elle change de forme. Elle devient parfois plus coûteuse, plus solitaire. Et c'est précisément là que l'on sent venir la crise, quand l'artiste doit décider s'il continue à risquer ou s'il se protège. Quand il comprend que le silence, parfois,
est la seule manière de conserver quelque chose de soi. Il y a un moment où une histoire d'artiste cesse d'être une trajectoire et devient un procès permanent. Un procès de réputation, un procès d'image, un procès de mémoire. Pour Johnny Depp, la crise ne surgit pas comme une affaire isolée. Elle s'installe par strates, et chaque strate ajoute une couche de bruit. En 2016, lorsque le couple Depp-Heard se brise, ce n'est plus seulement une séparation, c'est une rupture exposée, racontée, disséquée. Heard demande de divorce, obtient une ordonnance de protection temporaire, puis un accord est conclu à l'été 2016. Un communiqué commun parle d'une relation intensément passionnée, périodiquement volatile, et affirme qu'aucune accusation n'a été faite pour un gain financier, qu'il n'y avait pas d'intention de faire du mal. Mais l'onde de choc, elle, ne s'arrête pas au texte officiel. Car dans la vraie vie, les communiqués ne font pas taire les interprétations. Et surtout, il y a cette chose qui pèse sur tout artiste en crise, le silence. Le silence devient stratégie, le silence devient soupçon, le silence devient faute. Le non-dit se remplit tout seul et le monde y verse ce qu'il veut. Mais alors, quand la rupture devient-elle crise ? En 2020, un verdict tombe au Royaume-Uni. Depp perd son procès en diffamation contre le tabloïd The Sun, qu'il avait qualifié de wife beater. Le jugement, rendu le 2 novembre 2020, conclut que l'accusation est substantiellement vraie. Ce jour-là, ce n'est pas seulement une décision de justice, c'est un basculement de narration. Le public n'entend plus un acteur contesté, il entend un acteur jugé. Et la nuance devient inaudible. Quelques jours plus tard, une autre décision arrive, industrielle, froide, sans poésie. Warner Bros. Demande à Depp de se retirer de son rôle de Grindelwald dans Fantastic Beasts. Depp annonce lui-même qu'on lui a demandé de démissionner et qu'il a accepté. Là, la rupture est complète. Ce n'est plus seulement la sphère intime ou judiciaire, c'est le travail, c'est la carrière, c'est la place sur les affiches. Et Willem Dafoe, en observateur, sait ce que cela signifie. Parce qu'il connaît la différence entre un échec artistique et un bannissement symbolique. Dans un métier où l'on se bat pour incarner l'ambiguïté, la crise transforme l'ambiguïté en condamnation. Pourtant, l'histoire ne s'arrête pas, elle se déplace. En 2022, le conflit devient spectacle mondial. Le procès en diffamation Depp v. Heard en Virginie du 11 avril au 1er juin 2022. Le jury conclut que Heard a diffamé Depp sur 3 points liés à une tribune de 2018 et accorde des dommages à Depp. Heard obtient aussi gain de cause sur une partie de sa contre-plainte et reçoit des dommages. Ce procès est une scène, au sens tragique du terme. Témoignages, contradictions, récits intimes transformés en pièces à conviction. Et une planète entière qui commente comme si elle assistait à une série. Mais alors, où est le cœur émotionnel de la crise, dans la manière dont la douleur devient publique ? La crise, ce n'est pas seulement la décision, c'est la durée, c'est l'usure, c'est le corps qui apprend à marcher sous le soupçon, c'est le regard des autres qui change avant même que vous ayez ouvert la bouche, et c'est, surtout, l'impression que l'art n'est plus le sujet, qu'il ne reste plus que le dossier. En décembre 2022, les 2 parties finissent par conclure un accord et abandonnent leur recours. Les déclarations publiques soulignent que le jugement en faveur de Depp demeure et qu'un paiement d'environ $1 million est prévu, que Depp dit vouloir donner à des associations. Plus tard, la presse People confirme ce paiement et l'intention de donation. Mais à ce stade, même l'apaisement ressemble à une fatigue. L'après-crise n'a rien d'un triomphe. C'est un terrain brûlé, un territoire où l'on avance prudemment, où chaque choix artistique est interprété comme une riposte, où chaque silence est encore jugé. Et c'est précisément ici que l'hommage de Dafoe prend sa vraie forme. Pas un compliment facile, mais une reconnaissance de ce que coûte l'audace quand elle traverse l'orage. Parce qu'il y a des artistes qui deviennent prudents pour survivre, et d'autres qui s'obstinent à créer, même quand tout invite à se taire. Après la crise, il n'y a pas de musique triomphale. Il n'y a pas de retour au sens propre. Il y a plutôt une lente réorganisation de l'existence, comme après un incendie. On marche dans les cendres, on compte ce qui reste, on décide ce qu'on reconstruira et ce qu'on ne reconstruira plus. Pour Johnny Depp, l'après-tempête commence par une réalité très concrète. La place dans l'industrie n'est plus acquise. En novembre 2020, au moment où l'affaire britannique vient de lui être défavorable, il annonce publiquement qu'on lui a demandé de quitter Fantastic Beasts. Les mots sont simples, presque administratifs. I have been asked to resign by Warner Bros.
and I have respected and agreed to that request. Une phrase qui, dans un métier d'image, sonne comme une porte qui se ferme. Mais alors, comment vit-on quand la porte se ferme sans bruit et que le monde l'entend comme un fracas? D'abord, on se tait. Ou plutôt, on parle moins. L'homme qui pendant des années a pu se cacher derrière des personnages plus grands que lui se retrouve ramené à son nom propre. Et son nom propre devient un champ de bataille. Dans ces conditions, chaque geste peut être interprété comme une provocation, chaque apparition comme une stratégie. L'après-tempête n'est pas un simple calme, c'est un contrôle permanent de l'espace autour de soi. Pourtant, il y a des signes de reprise, et ils arrivent là où on ne les attend pas forcément, en France, à Cannes, en 2023. Le 16 mai 2023, Jeanne Dubarry, film de Maïwenn, ouvre le festival. Depp y incarne Louis XV, dans une production française qui, à elle seule, réactive toutes les tensions. Retour artistique pour certains, scandale pour d'autres. La salle, elle, répond avec force. Plusieurs médias évoquent une ovation d'environ 7 minutes et un Depp visiblement ému. Mais le vrai détail, ce n'est pas la durée des applaudissements. C'est ce que Cannes représente, un lieu où l'on prétend défendre le cinéma et où l'on assume parfois de défendre aussi une idée de liberté artistique, même quand elle est contestée. Le patron du festival, Thierry Frémaux, le dit à sa manière, en parlant d'une règle. La liberté de penser, la liberté de parole et d'agir dans un cadre légal. Ce n'est pas une absolution, c'est une ligne éditoriale, une manière de rappeler que le cinéma, parfois, s'obstine à séparer le dossier et l'écran, même quand le monde extérieur refuse cette séparation. Et pendant que la carrière se reconstruit par un rôle français, un autre phénomène se produit en parallèle. La marque, elle, ne disparaît pas. En mai 2023, la presse spécialisée rapporte que Depp prolonge son partenariat avec Dior Sauvage, dans un accord présenté comme majeur sur le marché des fragrances masculines. Ce contraste est saisissant. D'un côté, l'acteur qui revient prudemment au cinéma. De l'autre, l'image commerciale qui, elle, continue de circuler, comme si le monde de la publicité avait sa propre logique, plus froide, plus imperméable. Mais après la tempête, la question la plus profonde reste. Que fait-on de son énergie? C'est là que Depp opère un déplacement. Plutôt que de chercher seulement à rejouer la place d'acteur, il se met derrière la caméra. Il réalise Maudit, 3 Days on the Wing of Madness, un film inspiré de la vie de Modigliani, avec une production et un tournage entamés à partir de 2023 et une trajectoire festivalisée ensuite. Ce choix n'est pas anodin. Réaliser, c'est reprendre une forme de contrôle sur le rythme, sur le cadre, sur ce qui sera vu et sur ce qui restera hors champ. Et dans un contexte où l'on vous a confisqué votre récit, reprendre le cadre devient presque un réflexe de survie artistique. Dans une interview récente rapportée par la presse People, Depp résume même ce qu'il a ressenti quand on l'a écarté. They wanted me to retire. Là encore, ce n'est pas une déclaration spectaculaire. C'est une phrase courte, lourde. Comme si, dans l'après-tempête, la blessure n'était pas seulement d'avoir perdu un rôle, mais d'avoir senti qu'on voulait lui retirer l'avenir. Et Willem Dafoe dans tout cela? Dafoe est l'homme qui observe sans s'exciter. Il sait que l'art ne se mesure pas à la tranquillité d'une vie. Dans une interview, il dit d'ailleurs quelque chose qui éclaire sa morale intime. « They are not risks for me. They are opportunities. It pushes you. It keeps you alive. » Cette phrase, appliquée à Depp, change la lecture. L'audace n'est pas une posture, c'est une respiration. Un moyen de ne pas mourir intérieurement quand le monde extérieur vous réduit à une affaire. Après la tempête, donc, Depp ne revient pas comme avant. Il se déplace, il choisit des espaces différents, il accepte que l'ombre fasse partie du décor. Et c'est précisément dans cette période, faite de silence, de réapparitions mesurées et de décisions artistiques plus contrôlées, que se prépare quelque chose. Non pas une revanche, mais une révélation. À ce stade, on pourrait croire que l'hommage de Willem Dafoe à Johnny Depp se résume à une formule élégante, une phrase de circonstance, un salut entre acteurs. Mais la révélation, la vraie, n'est pas un compliment. C'est une ligne de fracture assumée. Et à 70 ans, Dafoe ne parle plus pour plaire. Il parle pour fixer une idée, presque une morale. Dans un entretien récent, Dafoe refuse d'abord un mot qui revient sans cesse lorsqu'on décrit son jeu. Over the top. Il s'en agace, comme on s'agace d'une étiquette paresseuse. Puis il clarifie calmement ce qu'il défend depuis toujours. L'engagement, l'énergie, le fait de mettre ça dehors. Il dit « I don't recognize it.
I like energetic performances. I like engaged performances. I like you to put it out there. Ce n'est pas une déclaration abstraite, c'est une prise de position. Et c'est là que l'hommage à Johnny Depp cesse d'être mondain pour devenir politique. Politique au sens artistique, au sens du métier. Parce que la question est simple et cruelle. Qu'est-ce qu'on accepte de perdre pour rester vivant comme artiste? Dafoe insiste sur cette idée. Le cinéma ne mérite pas une simple imitation de comportements naturels. Il doit aller plus loin. Turn up the heat. Il parle de ce désir de pousser l'intensité, de choisir les situations extrêmes plutôt que de s'installer dans le confortable. Et lorsqu'il décrit cela, on comprend ce qu'il reconnaît chez Depp, pas une trajectoire parfaite, mais un instinct. L'instinct du risque, l'instinct de la métamorphose, l'instinct de ne pas rester au centre pour être aimé, mais de se déplacer pour être vrai. Mais alors, qu'est-ce que Dafoe révèle, au fond? Il révèle ceci. Dans ce métier, l'audace n'est pas un style, c'est une forme de survie. Et pour le dire, il n'a même pas besoin de raconter les procès, les scandales, les unes. Il fait autre chose. Il rappelle ce que l'acteur doit protéger quand tout le reste brûle. Une capacité à jouer sans se mentir. C'est là que la figure de Johnny Depp revient, comme un écho. Parce que Depp, lui aussi, a fini par le dire publiquement, avec une phrase qui sonne comme un aveu d'après-coup. À propos de ces années où l'on parlait de comeback, il répond qu'il ne comprend pas, qu'il n'est pas parti. Et surtout, il attaque le cœur du problème, le récit public qui vous colle à la peau. Il déclare « Everything you have been reading is fantastically, horrifically written fiction. » Puis « I've had about 17 comebacks. I didn't go anywhere. » Et enfin, il lâche une phrase qui, dans la bouche d'un acteur, ressemble à une consigne vitale. « Figure out a way that the viewer can forget who you are and all the baggage you carry in the first 3 minutes of the film. » Oubliez qui vous êtes. Oubliez le bagage. Revenir à l'écran nu, débarrasser si c'est possible de l'homme public. Voilà la révélation. Elle est là. L'audace artistique aujourd'hui ne consiste plus seulement à choisir un rôle étrange. Elle consiste à réclamer le droit d'être regardé pour ce que l'on fait et pas pour ce que l'on raconte de vous. Dafoe, à 70 ans, comprend que cette bataille-là est devenue centrale. Et quand il parle d'engagement, de performance qui ne se contente pas de layback, il parle aussi d'une résistance. Refuser de jouer petit pour ne pas attirer les coups. Dans sa bouche, l'hommage à Depp devient une défense de la création quand elle est salie, quand elle est noyée sous les commentaires, quand elle est jugée avant d'être vue. Mais alors, pourquoi briser le silence maintenant? Parce qu'à un certain âge, on ne confond plus prudence et sagesse. On sait que la prudence peut tuer l'art, doucement, sans bruit. Et parce que Dafoe, en parlant de son énergie, donne une leçon très simple. L'acteur vivant est celui qui accepte encore d'être déplacé, d'être mal compris, d'être trop plutôt que d'être neutre. C'est là, précisément, qu'il rend hommage. Non pas à une image, à une obstination, à une audace qui coûte mais qui tient. Et quand il se tait après ces phrases, on entend presque ce qui suit. La dernière étape, l'épilogue. Non pas pour conclure, mais pour laisser un reste, une trace. À la fin, il ne reste jamais un verdict. Il reste une trace. Une manière de marcher, de parler, de se taire. Une manière d'avoir été artiste dans un monde qui, souvent, préfère les certitudes aux zones grises. Willem Dafoe a 70 ans. Il est né le 22 juillet 1955. À cet âge-là, on ne se raconte plus d'histoire. On sait ce que l'on a accepté, ce que l'on a refusé et ce que l'on a payé. Et si Dafoe rend hommage à l'audace artistique de Johnny Depp, ce n'est pas pour écrire une réhabilitation. C'est pour rappeler une vérité de métier, presque une vérité de chair. L'acteur n'existe que s'il ose se perdre un peu. Johnny Depp, lui, a grandi dans un autre type de lumière. Né le 9 juin 1963, il a été porté, puis exposé, puis contesté, puis reconvoqué. Et dans ce mouvement, il y a quelque chose que Dafoe reconnaît peut-être parce qu'il l'a vu avant tout le monde, avant l'icône, avant les récits. Cette obstination à ne pas rester dans la bonne case. Cette capacité à préférer le personnage au confort, la transformation à la stabilité. Le cinéma adore les histoires simples. Il adore les arcs, ascension, apogée, chute, rédemption. Mais la réalité des artistes est rarement aussi nette. Il y a des retours qui ne sont pas des retours. Il y a des silences qui ne sont pas des aveux. Il y a des choix qui ne sont ni des excuses, ni des provocations, juste des tentatives de continuer. Et c'est là que l'épilogue se joue.
sans grand discours. En 2023, lorsque Jeanne Dubarry ouvre le Festival de Cannes le 16 mai, Depp revient sur un écran qui n'est pas le sien habituel, un écran français, un terrain où l'on prétend encore que le cinéma peut accueillir les contradictions du réel. On applaudit, on débat, on proteste parfois, on commente beaucoup. Mais au milieu de ce bruit, il reste une scène silencieuse. Un acteur qui se remet dans un cadre, qui accepte d'être vu à nouveau pour ce qu'il fait, même si le monde n'a pas oublié ce qu'il croit savoir. Puis il y a un autre geste, plus discret, plus profond, reprendre la main sur la création. Depp réalise Maudit, 3 Days on the Wing of Madness, un film sorti en 2024 comme une manière de se replacer derrière le récit plutôt que d'être condamné à le subir. Et, fait notable, la presse rapporte ensuite une date de sortie en salle aux États-Unis au 7 novembre 2025, comme si l'après-tempête se structurait enfin dans un calendrier normal, presque banal. Ce qui intéresse Dafoe dans cette séquence, ce n'est pas le scandale, ni même la polémique. C'est l'endroit où l'artiste refuse de devenir prudent. Car la prudence est une mort douce. Elle ne fait pas de bruit, elle ne fait pas de titre, mais elle éteint l'invention. Et un acteur prudent finit par jouer petit, non par choix artistique, mais par peur d'être mal lu. Dafoe, lui, n'a jamais vécu pour être bien lu. Il a vécu pour être juste, même quand la justesse ressemblait à un excès. Son hommage, en réalité, dit cela. L'audace n'est pas une décoration de carrière, c'est une discipline, une pratique, une forme d'hygiène mentale pour ne pas se trahir. Alors, que reste-t-il quand on enlève le bruit? Il reste 2 hommes, 2 trajectoires et une même idée. Le cinéma n'avance que grâce à ceux qui acceptent l'ambiguïté. Ceux qui acceptent que l'on ne les comprenne pas immédiatement. Ceux qui continuent à travailler quand la tentation serait de disparaître. Et dans cette histoire, l'hommage de Dafoe agit comme une main posée, non sur une épaule, mais sur une exigence. N'oublie pas pourquoi tu fais ce métier. Pas pour être aimé, pas pour être sauvé, mais pour être vivant dans l'acte de créer. Et sur la table, il reste une photo. Le temps, lui, ne dit plus rien.